Il existe dans le folklore français de nombreuses légendes mettant en scène des femmes à l'essence merveilleuse, les fées. Afin d'illustrer les êtres surnaturels du folklore français, nous allons voir 5 fées issues des traditions populaires françaises. Sur le littoral rocheux et venteux de Bretagne, il était parfois coutume de prier et faire des offrandes aux fées, afin de s'assurer une mer calme. Dans le centre des Côtes d'Armor, les traditions populaires parlaient de petites communautés de fées habitant des cavernes qui s'ouvraient le long des cours d'eau. On les appelait les Margolafées. C'étaient de belles femmes immortelles dotées d'une magie puissante, qui leur permettait de contrôler les vents, de se changer en animaux, ou encore d'enchanter des objets ou des lieux afin de les rendre invisibles à l'homme. Pour les paysans bretons, ces êtres, aussi mystiques soient-ils, étaient leurs compatriotes, leurs voisines, et ils en parlaient avec familiarité, comme s'ils les côtoyaient lorsqu'ils se rendaient au champ. Les Margolafées étaient des bergères. Il leur arrivait d'embaucher de jeunes villageois pour les aider à garder leurs moutons, et parfois, elles choisissaient de les épouser. Les fées pouvaient alors les inviter à vivre dans leur grotte, ou bien les rejoindre parmi les hommes. Elles se convertissaient alors et perdaient leur immortalité. Les Margolafées ont ainsi disparu de Bretagne, et leurs demeures, dont les entrées rivalisaient jadis avec celles des cathédrales, se sont affaissées. Aussi, on ne peut plus y rentrer aujourd'hui qu'en rampant. Jadis, elles cachaient de grandes richesses dans ces cavernes, et les contes locaux racontaient qu'elles permettaient qu'on vienne s'y servir, si l'on arrivait à surmonter une épreuve placée par la fée. Les Margolafées, lorsqu'elles ne passaient pas leur temps au pâturage, ou à danser avec les corrigans, aimaient tester le caractère des hommes. Aussi, elles se montraient parfois sous d'autres formes, notamment celle de serpents, récompensant richement ceux qui les aidaient, et punissant ceux qui cherchaient à lui faire du mal. La fée apparaît comme un être solitaire, mais dans le folklore, on les retrouvait parfois vivant dans de petites communautés. C'était le cas en Bretagne, chez les Margolafées, et leurs consoeurs, les fées des houles. Dans les cavernes où vivaient ces groupes, on pouvait observer un être très rare, une fée mâle, le féto. Semblable à ces fées en presque tout point, ils partageaient leur beauté et certains de leurs pouvoirs. Dans les récits populaires, ils pouvaient se rendre invisibles ou se changer en animaux. Dans l'un d'eux, un féto s'infiltre dans un village, camouflé grâce à un déguisement. Mais il est repéré par une des femmes y habitant. Il arrivait que les sages-femmes, qui aidaient les Margolafées à accoucher, obtiennent la capacité de voir à travers les illusions des fées. Mais le féto ainsi démasqué arracha l'œil avec lequel la villageoise pouvait le voir. Dans un conte de Haute-Bretagne, le féto s'illustre cette fois sous la forme d'un marsouin, un cétacé marin proche du dauphin, en sauvant de la noyade plusieurs marins qui avaient fait naufrage. Les fétos n'ont qu'un rôle effacé par rapport aux fées. Chez les Margolafées, il arrive qu'ils soient même complètement absents de leur communauté. C'est aussi le cas chez les lointaines fées des Vosges. Mais avant de parler de celle-ci, faisons un détour par la Franche-Comté. Si la fée est à certains endroits un être à craindre et à éviter, à d'autres, elle était autant révérée que les saints catholiques. Dans la campagne vallonnée de la Franche-Comté, au pied du Jura, tout près de la frontière suisse, une croyance en une fée protectrice s'était développée. On l'appelait la Tantarie. C'était une figure bien aimée, particulièrement des enfants, car à la façon de Saint Nicolas, elle jouait un rôle central lors des festivités de Noël. C'était une femme à l'air doux. Parfois elle était jeune, mais plus souvent elle était âgée. Et certains enfants juraient que ses pieds avaient la forme de pattes d'oie. Elle traversait la campagne à dos d'âne, annonçant sa venue par la sonnerie d'une clarine. Le soir du réveillon, elle se glissait dans les maisons du village, déguisée, alors que les familles étaient à l'extérieur. Lorsque les enfants entendaient le tintement de la cloche de l'âne de la fée, ils se précipitaient à l'intérieur, où les attendait une table couverte de victuailles et de cadeaux. La Tantarie était toutefois sévère envers les paresseux, et la grotte qu'elle habitait servait à effrayer les enfants désobéissants. D'après la coutume populaire, elle n'hésitait pas à les lancer dans la rivière toute proche pour leur donner une bonne leçon. Dans un récit local, c'est une laboureuse qui, ayant décidé de quitter les champs pour faire une sieste près de l'antre de la fée, s'est retrouvée poussée dans le cours d'eau par une force mystérieuse. Les bons travailleurs, eux, avaient sa bénédiction, particulièrement les fileuses dont elle surveillait le travail avec attention, et des paysans qui, au retour des champs, trouvaient des pâtisseries devant sa grotte. On lui attribuait le pouvoir de faire tomber la neige lorsqu'elle déchirait sa chemise. Les morceaux de tissu s'envolaient dans le ciel pour retomber sous la forme de flocons. Cette croyance en rappelle d'autres, comme celle de Saint Nicolas ou de la Befana italienne. Tantarie est même parfois décrite comme une vouivre, une belle femme couronnée de diamants.
se changeant en serpent ailé pour prendre son bain. Ces influences variées ne sont pas étonnantes, la Franche-Comté ayant été un carrefour central aux échanges culturels et commerciaux européens. Le massif forestier des Vosges dissimule un folklore intrigant, dans lequel les fées ne sont pas absentes. La forêt de Rapaille, située à proximité du village de Corcieux, près de Saint-Dié-des-Vosges, abritait en son cœur un lieu étrange. Les chênes de ce bois étaient frêles, courbés, incapables de pousser de la même façon que ceux des alentours. Un phénomène que la légende locale attribuait à la malédiction d'une fée. Cette fée forestière avait un nom. Elle était appelée Damagès, et elle était traitée par tous les habitants de la forêt comme une souveraine. Chaque année, au premier vendredi de la première lune, suivant le dimanche de la Trinité, elle se rendait dans la forêt de Rapaille pour y recevoir leurs hommages. Elle s'annonçait en poussant un cri semblable à celui d'une pie. Ils traversaient les bois, et tous se précipitaient pour l'accueillir, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Même les arbres les plus anciens courbaient leurs troncs et abattaient leur feuillage pour s'incliner devant elle. Cependant une année, les chênes de cette forêt refusèrent de se prosterner devant la fée. Insultée, celle-ci les maudit, les réduisant à la taille de nains pour les siècles à venir. La Damagès n'était pas la seule fée des Vosges. Il existe d'autres fées sylvestres, ou dames vertes, dans ce massif. Elles étaient un peu plus solitaires que leurs cousines bretonnes. On pouvait les voir au cœur des forêts, où les arbres les plus anciens leur servaient de demeure. Elles y trouvaient refuge lorsqu'un danger se présentait. Elles craignaient particulièrement le sauteré, un être peu commode, mi-lutin, mi-diable, qui les pourchassait sans relâche, et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les lutins français. Dans sa lutte contre les superstitions et les cultes pré-chrétiens, l'Église a fortement influencé la perception populaire des fées. Elle leur a attribué de nombreuses caractéristiques négatives. Ainsi, dans certaines régions de France, elles sont devenues des parodies difformes et terrifiantes de leurs belles cousines bretonnes ou vosgiennes. À la fin du 19e siècle, dans le centre de la France, les folkloristes étudiant les traditions populaires françaises recueillirent le détail d'une croyance bien ancrée. Dans les recoins reculés de la Haute-Vienne, les jeunes hommes, s'éloignant des villages et traversant les vignes où les bocages brumeux regardaient avec anxiété par-dessus leurs épaules en direction des cours d'eau, craignant d'entendre, sortant d'un recoin sombre, le rire d'une martre. Vieille femme de grande taille, d'une laideur effroyable, ces êtres n'avaient rien de féerique. Leur chevelure brune, sauvage, tombait en cascade jusqu'au sol. Leur poitrine flasque pendait jusqu'à leurs genoux, et pour courir, la fée jetait grossièrement ses seins par-dessus ses épaules pour éviter qu'ils ne la gênent. Comme leurs cousines, c'étaient des êtres troglodytes. Elles installaient leurs antres dans des cavernes ou des formations rocheuses, dissimulées dans les petits vallons, creusés par des cours d'eau, camouflés par la végétation. Près de la commune de Cromac, on appelait un de ces lieux la Maison des Martes. Depuis leur repère, ces créatures repoussantes épiaient les jeunes hommes des villages alentours et se jetaient à leur poursuite. Elles provoquaient l'effroi chez leurs cibles qui fuyaient à leur approche, car ces mauvaises fées avaient l'horrible réputation de se forcer sur leurs victimes. Malgré les formes maléfiques qu'elle peut prendre, la fée, comme le lutin, est une des figures centrales qui constituent le petit peuple fantastique français. Pour comprendre et se souvenir de ces croyances fabuleuses, mais oubliées du folklore français, la vidéo à l'écran te présentera 5 lutins issus des traditions de nos régions.